Notre focus du jour nous emmène donc ce lundi à la frontière entre la Birmanie et le Bangladesh. C'est là que se poursuit l'exode des Rohingyas. En moins d'un mois, ils sont plus de 400 000 à avoir franchi cette frontière pour fuir les violences et les exactions de l'armée et des milices birmanes. L'ONU parle de nettoyage ethnique. Nos confrères de France 2, Nicolas Bertrand et Thomas Donzel, ont pu suivre ces exilés jusque dans les camps de réfugiés où ils s'entassent de l'autre côté de la frontière. Voici leur reportage. Ce cours d'eau, c'est la frontière. À 300 mètres en face, la Birmanie. À peine arrivés sur la rivière, nous croisons une première barque. Il se passe quoi là-bas? Ils brûlent nos maisons. Ici, côté Bangladesh, des personnes se cachent sur la berge. Ils attendent leurs proches qui n'ont pas encore pu traverser. Quand les gardes-frontières ne sont pas en vue, ils donnent le signal. Venez, venez, la voie est libre. Venez par ici. Aussitôt, une dizaine d'embarcations apparaissent au loin. À bord, des familles entières, des vieillards, des nourrissons, le visage crispé, exténué. Ici, ils sont désormais en sécurité. Juste avant que l'on traverse, ils ont tiré sur des gens. Ils ont tout brûlé. Le voyage est difficile. Oui, ils ont tué les gens sur les routes, ceux qui marchaient. Nous avons couru et nous nous sommes cachés. Ces réfugiés, ce sont des Rohingyas, des musulmans qui vivent au nord-ouest de la Birmanie, l'un des peuples les plus persécutés au monde selon l'ONU. Voici quelques images que nous avons reçues de leur village. Ce sont des Rohingyas qui filment eux-mêmes. Les journalistes sont interdits sur place. L'armée birmane a brûlé des milliers de maisons au moins et ouvert le feu sur des civils qui y habitaient. Les militaires disent se défendre contre Arsa, un groupe de rebelles Rohingyas qui a attaqué des postes de police. Un enchaînement de violences de part et d'autre. Depuis, les habitants s'enfuient comme ils le peuvent. Les Rohingyas tentent de saisir n'importe quelle opportunité pour traverser cette frontière naturelle de quelques centaines de mètres et cela s'avère extrêmement dangereux. Il y a quelques instants, nous avons entendu des coups de feu qui provenaient de l'armée birmane sur l'autre berge. Ces 10 derniers jours, ce sont plus de 90 cadavres qui ont été récupérés ici dans la rivière. Et ce n'est pas tout. Une fois qu'ils sont arrivés, il faut encore marcher de nombreuses heures avant d'arriver au premier village côté Bangladesh. L'exode est interminable. Les fortes pluies rendent la progression extrêmement difficile. Sur leur dos, ils transportent tout ce qu'il leur reste. Ceux qui ne peuvent pas marcher, comme cette grand-mère, sont véhiculés avec les moyens du bord. Nous avons eu très peur. Nous venons chercher la paix maintenant. Après 2 heures, le premier village, côté Bangladesh, où personne ne les attend. 300 000 Rohingyas sont arrivés en 2 semaines et il n'y a rien, pas d'abri, pas d'eau potable. Alors ils s'entassent comme ils le peuvent au bord des routes. C'est le cas de cette famille arrivée hier. Ils ont marché pendant 7 jours, portant sur leurs épaules un des fils, touché à la jambe par une balle de l'armée birmane. Beaucoup de personnes sont mortes devant nous. Nous n'avons pu sauver que lui. Ils sont morts les uns après les autres. D'après leurs témoignages, s'ils sont persécutés, c'est pour des raisons religieuses. En Birmanie, pays à 90% bouddhiste, ces musulmans disent être perçus comme des ennemis. Ce sont les moines bouddhistes. Ils tuent les gens. L'un t'attrape et l'autre te tranche la gorge. Ils ne veulent pas nous voir dans leur pays. Ils disent que ce n'est pas chez nous. Leur objectif est de nous tuer. Ils veulent tuer tout le monde. Au milieu de la désolation, la vie continue. Ce petit garçon est né il y a quelques jours, juste là. Il n'a pas encore de prénom. Peu à peu, de nouveaux villages sortent de terre, construits avec des bambous et des bâches en plastique seulement. Ils s'étendent dorénavant à perte de vue. La solidarité s'enclenche aussi. Sous la pluie, des habitants des environs viennent offrir des vêtements. Certains enfants sont complètement nus. Tiens, mets ce t-shirt.
Tu vas être très beau. Un peu de réconfort, loin d'être suffisant pour effacer les traumatismes. Ces réfugiés n'ont aujourd'hui aucune nouvelle des centaines de milliers de Rohingyas restés en Birmanie. Beaucoup seraient cachés dans les forêts sans aucune ressource. La zone est toujours bouclée par l'armée. Voilà pour ce reportage aux côtés des réfugiés Rohingyas. Pour aller plus loin, nous recevons à présent David Kamrou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur associé à Sciences Po, au CERI. Vous êtes aussi professeur à l'Université nationale du Vietnam. Peut-être d'abord une réaction à ce reportage, à la difficulté d'obtenir des informations sur ce qui se passe exactement de l'autre côté de la frontière, en Birmanie, parce que là, il n'y a aucun observateur international, en tout cas. Oui, non, l'armée ne souhaite pas l'ingérence internationale, ni les médias. Ils souhaitent contrôler toutes les informations qui sortent de l'autre côté. Et le terme de nettoyage ethnique utilisé par les Nations Unies vous semble aujourd'hui justifié ? Oui, en fait, la menace d'une épuration ethnique et la tactique utilisée par l'armée, ils ne souhaitent pas tuer l'ensemble de la population, Dieu merci, mais ils souhaitent faire une telle pression avec cette menace d'épuration ethnique que les gens vont fuir le pays. Et malheureusement, c'est en train de réussir. On a une idée de combien de Rohingyas il reste de l'autre côté de la frontière, du côté de la Birmanie ? Si on considère qu'il y a 800 à 1,2 million de Rohingyas, il y a 400 000 qui sont repartis, donc il doit rester 400 000 à 500 000. Presque la moitié de la population. Vous nous parlez donc de cette attitude de l'armée birmane aujourd'hui, de cette politique donc d'expulsion forcée d'une certaine façon. En même temps, les persécutions contre les Rohingyas, elles ne sont pas nouvelles en Birmanie. Non, en fait, on peut aller encore plus loin à l'époque coloniale. L'État d'Arakan, c'était la première partie de la Birmanie occupée par les Britanniques en 1823. Et les bouddhistes arakanais, les bouddhistes Arakan, considèrent qu'à cette époque-là, eux qui étaient des défenseurs du bouddhisme été justement colonisés et que les Britanniques ont amené avec eux ces Bengalis musulmans. On sait bien qu'il y a des Bengalis musulmans qui sont là depuis des siècles et des siècles, mais on peut peut-être dater la Deuxième Guerre mondiale, l'hostilité, parce que les musulmans Rohingyas, en fait, on n'utilisait pas le terme à l'époque, se trouvaient aux côtés des Britanniques contre les Japonais, tandis que la majorité Bama, dans un premier temps, s'alliait avec les Japonais pour expulser les Britanniques. Et Aung San, le père de Aung San Suu Kyi, le fondateur de la Birmanie moderne, considérait que les Rohingyas, ou les Bengalis, étaient son pire ennemi. D'accord, d'où la naissance de cette rhétorique anti-Rohingya. Donc vous parliez justement d'Aung San Suu Kyi, c'est la dirigeante de fait de la Birmanie aujourd'hui. La pression internationale, elle pèse beaucoup sur elle actuellement. En même temps, est-ce qu'elle a vraiment les mains libres pour agir dans cette crise ? Non, parce que l'armée, dans la Constitution, détient le ministère de la Défense des territoires périphériques et l'intérieur. L'armée fait exactement ce qu'ils ont envie de faire sur les zones périphériques, y compris dans le nord-est de l'État d'Arakan. Et donc, elle est très faible, en fait. La Birmanie est dirigée par une espèce de coalition. C'est une démocratie sur surveillance. Et la surveillance de l'armée, de Tatmadaw et l'État général de l'armée. Donc, elle est dans une situation de faiblesse à l'intérieur du pays. Et en même temps, paradoxalement, elle a une position de force par rapport à l'extérieur, parce que la pression de la communauté internationale existe, mais elle sait très bien que les Occidentaux n'ont pas d'autre choix que de le soutenir. Il n'y a pas de plan B pour les Occidentaux. Et on verra effectivement comment Aung San Suu Kyi s'exprime demain sur cette crise. Ce sera son premier grand discours sur la question demain. Elle n'est pas allée à l'ONU, mais elle prononcera un discours. Oui, mais elle parle à son propre peuple. Voilà, et justement, il y a deux Aung San Suu Kyi. C'est l'icône démocratique que nous soutenons, mais à l'intérieur du pays, c'est la mère Suu, c'est la Min Aung, c'est la reine virtuelle qui va justement défendre l'ordre bouddhiste. Et c'est ça le paradoxe. Merci David Kamrou, merci pour cette analyse. Merci d'avoir été avec nous sur France 24.